image où on met la réalité et la fiction. Donc, cette histoire est inspirée sur place, si vous allez dans la page numéro 7, pardon, numéro 5. Ici, on vous parle d'un village, et le village s'appelle Rennes-le-Château. Alors, dans cette histoire, le livre, l'action du livre se situe à Rennes-le-Château. Et Rennes-le-Château est un petit village qui est situé dans une colline. Une colline signifie qu'il y a une montagne et il est en haut. Et en haut de la montagne, dans la colline, il y a Rennes-le-Château. Bien. À Rennes-le-Château, il s'est passé une histoire qui est vraie. Et par la suite, et après, il y a eu une succession d'histoires qui ont été inventées. Donc, il y a, d'une part, l'histoire vraie, il y a une histoire que je vais vous raconter. Je vais vous raconter la vérité. D'accord? Mais, par la suite, après la vérité, il y a eu des mensonges. Donc, on dit vérité, et le contraire de la vérité, c'est les mensonges. Et en espagnol, un mensonge, c'est una mentira. Hein? Una mentira. Donc, à côté de l'histoire vraie, il y a des histoires fausses. Il y a des événements dont on a parlé comme faux. Il ne faut pas copier, parce qu'après, vous aurez le temps de le faire. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à écouter, vous ne devez que écouter. Donc, ici, dans le livre, on va vous parler d'un prêtre. Et un prêtre, c'est une personne qui travaille à l'église. Un prêtre est le mot qui sert à désigner un curé. D'accord? C'est la personne qui travaille à l'église. Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Ou un curé? Ou Bouddha. D'accord? Donc, à Rennes-le-Château, il y a un prêtre. Il y a un curé. Mais on ne l'appelle pas curé ou prêtre. On l'appelle Monsieur l'abbé. Et un abbé est un abbé. Et là-bas, hein? Donc, Monsieur l'abbé ou l'abbé Sommière. Donc, je vais commencer par vous raconter la vérité, l'histoire vraie de Rennes-le-Château. Donc, à Rennes-le-Château, Rennes-le-Château est un village qui est emplacé, qui est situé dans une colline en haut de la montagne. Et c'est un village qui est près de Carcassonne. Je ne sais pas si vous connaissez Carcassonne. C'est une ville, une cité médiévale qui est dans le sud de France. D'accord? Carcassonne. Les élèves qui vont à l'échange de France vont à Martigues, qui est près de Carcassonne, et c'est un échange que nous faisons avec le sud de France. D'accord? Et Rennes-le-Château est près, n'est pas très loin de cette ville de Carcassonne. Donc, nous avons l'histoire vraie, comme je vous disais, dont le protagoniste est l'abbé Sommière. D'accord? Et cette histoire, la vraie histoire, la vérité, se passe à lieu au XIXe siècle. Donc, au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, il y a un prêtre. Il y a un petit problème, et c'est que quand le curé arrive à Rennes, il trouve que l'église et tout le village est dévasté. Donc, nous avons d'une part un prêtre, un curé qui est destiné à cette église qui est dans ce village. Et ce village qui est dans une colline et qui est par conséquent isolé de tout. Isolé signifie qui est loin. Hein? Qu'est-ce que c'est isolé en espagnol? Oui, très bien. Voilà. Donc, dans ce village isolé, qui est dévasté, il y a une église qui est dévastée aussi.
Qu'est-ce que c'est que l'église est dévastée? Dévastée signifie qu'il est dans un état très mauvais, qui est dans un état pénible. Donc, nous avons une église qui est dévastée, une église dans un mauvais état, une église en ruine, d'accord? Et les gens du village, les villageois, donc nous avons le village, et les personnes du village sont les villageois. Les villageois, comment on dit villageois en espagnol? Voilà. Les villageois et les villageoises sont des personnes qui ne sont pas riches, ce sont des personnes qui n'ont pas d'argent, ce sont des personnes pauvres, d'accord? Ils ne sont pas riches, ils sont pauvres. Et ce sont des gens qui travaillent principalement à la campagne et qui sont des agriculteurs et des agricultrices, d'accord? Et bon, vous pouvez voir, il n'y a pas que l'Église qui est dévastée, il n'y a pas que l'Église qui est en ruine, le peuple en soi-même est en ruine parce que les gens ne sont pas riches. Alors, quand l'abbé Saunière il y arrive, il fait une chose, et c'est qu'il prend ses économies, les économies c'est l'argent qu'il a, donc il a quelques économies, et il prend ses économies, et qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait avec cet argent? Il l'investit pour, voilà, pour restaurer l'Église. Mais au début, il n'a pas beaucoup d'argent parce qu'un curé, un prêtre, normalement n'a pas d'argent. Donc, il a d'une part ses économies et d'une autre part, il a un peu d'argent. Il a une somme d'argent qu'il a récupérée des donations. Et nous avons les mécènes. Qu'est-ce que c'est qu'un mécène? Une personne riche paye autre personne pour faire art ou, par exemple, améliorer la vie. Voilà, donc ici, il y a des mécènes qui ont fait des donations pour la restauration de l'Église. Donc, M. Saunière, il a de l'argent qui vient de deux sources. La principale source est la source des donations, et après, il a l'argent de ses économies. Alors, on commence les travaux de restauration, et grâce à cet argent, les travaux commencent. D'accord? Et on commence par restaurer l'Église. D'accord? On commence par restaurer l'Église. Et qu'est-ce qu'on fait d'abord? Donc, à l'Église, il y a une chose que l'on appelle l'autel. D'accord? Vous vous souvenez quand on a parlé du film de Gogo, de l'autel, que c'était le lieu où l'on mettait de la nourriture pour un peu vénérer les personnes décédées et tout. Nous avons un autel. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par restaurer l'autel. Et on a trouvé qu'au-dessous, donc au-dessous c'est en bas, au-dessous de l'autel, on a trouvé quelque chose. D'accord? Donc les travaux commencent, les chantiers commencent, et on commence par l'autel. Et au-dessous de l'autel, il y a quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est une marmite avec des pièces d'or. D'accord? C'est une marmite avec de l'argent. Au-dessous, c'est en bas. En bas de. C'est-à-dire, au-dessus, c'est por encima, comme la chanson, et au-dessous, c'est por debajo. Donc, nous avons l'autel. Les personnes qui faisaient les travaux ont commencé à excaver ou à faire des excavations, et au-dessous de l'autel, il y avait quelque chose. Et la vérité, c'est que cette quelque chose, c'était des pièces d'or, c'était de l'argent, qui ont changé la vie de M. Saunière. D'accord? Et on dit qu'il y avait aussi, à côté de cet argent,
des parchemins. Et le mot parchemin, un parchemin est un papier où il est écrit quelque chose. Un parchemin. Pergaminos. D'accord? Et apparemment, on dit que ces parchemins étaient écrits dans un langage qui n'était pas compréhensible. Et on dit aussi, vous voyez que je dis on dit, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas du coup si c'est vrai ou si c'est faux. Mais l'histoire dit que M. Saunière aurait pris les parchemins et il serait allé à Paris pour faire traduire les parchemins. Et ça, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a trouvé de l'argent. Ça, c'est vrai. D'accord? Donc, nous avons un curé qui arrive dans un village qui est isolé, qui est ubiqué, qui est emplacé, situé dans une colline en haut d'une montagne. Et que pour y accéder, la connexion est difficile. Nous avons des villageois qui ne sont pas riches, qui ne vivent pas dans un milieu aisé. Vous vous souvenez du mot aisé? Mais on a des gens qui sont pauvres. Et on a un prêtre qui n'est pas riche non plus, mais il est vrai qu'il vient d'une famille aisée. Mais lui, il n'est pas riche, d'accord? Et quand il arrive, il n'a pas d'argent et son église est dévastée. Et grâce aux donations et grâce à ses économies, il commence les travaux. D'accord? Et jusque-là, tout est vrai. Hein, tout est vrai. Donc, il y a un problème parce que cet argent a changé la vie de Monsieur Saunière. Hein. Cela a changé sa vie. Cet événement a changé, cela a changé sa vie. Et on dit qu'il était allé à Paris pour faire traduire les parchemins. On a dit aussi qu'il était un bon vivant. Je ne sais pas si vous comprenez le mot bon vivant. C'est une personne qui aime vivre bien. Et donc, pour être un bon vivant, il faut faire du commerce, il faut faire des affaires. Donc, il était une personne qui aimait vivre bien. Et comment un curé peut vivre bien s'il n'est pas très riche? Alors, bon vivant, nous parlons d'argent, non? Oui, un vividor. Un bon vivant, c'est... Oui, mais ce n'est pas dans le sens de la pauvreté, c'est dans le sens de la richesse. C'est-à-dire qu'il n'était pas un prêtre, il n'était pas un abbé, un curé conventionnel. Il était une personne qui aimait l'argent. Alors, grâce au trésor qu'il a trouvé, il a acheté tout ce qu'il y a autour de l'église. Donc, il était bon vivant et il aimait l'argent. Et avec l'argent, il a fait beaucoup de choses, d'accord? Il a fait des achats. Donc, il a acheté des domaines qui sont près de l'église. À côté de l'église, il a fait des constructions. Hein? Et il a fait des constructions un peu bizarres, parce qu'il a fait construire la tour Mardala. Et vous savez ce que c'est Mardala? Mardala, c'est Madeleine. C'est une tour consacrée, dédiée à Marie, à Sainte Marie-Madeleine. D'accord? Il a fait construire la tour Mardala à côté de l'église. Il a fait aussi construire une tour gothique. Une tour gothique. Un bâtiment néo-gothique. Il a fait construire également un potager. Et un potager, c'est un morceau de terre, c'est de la terre où l'on cultive, où l'on fait de l'agriculture, où l'on peut semer des tomates, des poivrons, d'accord, un potager. Il a fait construire un potager. Et la tour Mardala, qui est dédiée à Sainte Marie-Madeleine,
Qu'est-ce que c'est Sainte Marie-Madeleine? La Virgen Magdalena. Maria María Magdalena. Madeleine. La Virgen que dice con Oui, cette muchacha, c'est Sainte Marie-Madeleine. Mais, à part la tour Magdala, l'intérieur de l'église qui était dévastée est une église dédiée à Marie-Madeleine. C'est-à-dire que M. Saunière, il était saint, il était très dévot de Sainte Marie-Madeleine. Et oui, et cela explique que l'intérieur de l'église soit dédié entièrement à Marie-Madeleine. Donc, il a fait aussi à part les constructions, comme il a restauré l'église, à part remplacer l'autel par un autre autel, il a mis dedans l'intérieur une décoration très chargée. Très chargée signifie avec beaucoup de choses. C'est une décoration, voilà, pour un édifice très petit, parce que ce n'est pas une église très grande, sachant que c'est dans un petit village. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une décoration un peu exagérée. Et il a mis des fresques. Et vous qui faites l'histoire de l'art, vous savez que le mot fresque signifie un petit peu de peinture. Oui, de la peinture. Il a mis des fresques, il a mis un fresque de Jésus-Christ, il a mis un fresque de Marie-Madeleine en priant, en faisant la prière, et il a mis un bénitier. Alors, un bénitier, je vais vous mettre ici, c'est la fontaine, on va dire, où il y a de l'eau. Et si vous allez à l'église pour recevoir le baptême, on vous met de l'eau, du bénitier. D'accord? Il a fait un bénitier. Mais il a fait un bénitier un peu bizarre, parce que dans le bénitier, il y a le diable. Il y a le diable. Donc il y a une église et un bénitier avec un diable. C'est un peu bizarre, c'est un peu contradictoire en s'agissant d'une église. Et on a un diable avec un trident. Et vous savez ce que c'est un trident, non? Voilà, il a un trident. Et au-dessus du diable, il y a des anges. Donc on a les anges qui écrasent le diable. Donc on a le diable et au-dessus les anges. C'est une décoration un peu extravagante, on va dire, d'accord? Et il y a aussi des messages en latin, comme par exemple terribilis or terribilus? Terribilus, locus est. Je pense que c'est ça, hein, le message. Mais terribilus est un faux ami. No es terrible. ¿Vale? Es sorprendente, alucinante. Justamente lo contrario, ¿eh? Y creo que en inglés también es así, ¿no? Alucinante, fascinante o algo así. No, es terrible. Terrible. Je ne sais pas. Mais esto c'est un faux ami. Ce n'est pas, no es terrible, sino esto es un lugar maravilloso. Es decir, que lui, il s'est chargé de faire de l'Église et de tout ce qui est le domaine qui l'entoure un lieu merveilleux. Ça, c'est fait. Donc, vous avez la tour Magdala, la tour néogothique, vous avez le potager et vous avez l'intérieur très chargé, très rococo. Et ça, bon, il l'a fait très bien, mais après les travaux de restauration, après avoir trouvé l'argent, après avoir construit tout ça, il a fait, M. Saunière, il a fait des choses un peu bizarres. Et qu'est-ce qu'on entend par des choses un peu bizarres? Et donc, vous savez que où il y a une église, il y a également des tombeaux. D'accord? Donc, à côté de l'église,
dans le même domaine, il y a un cimetière. Il y a un cimetière. Et M. Saunière, il se mit à fouiller. Il a fouillé. Donc, vous avez un cimetière. C'est comme Et- un escalier. Oui, il fouille. Alors, le verbe fouiller s'emploie pour dire chercher quelque chose en profondeur. Donc, il a effectivement fait des excavations. Il a fait des trous sur la terre et il se mit à chercher quelque chose. Hein? Et on ne savait pas. Et dehors. On ne sait pas. C'est une question sans réponse. C'est-à-dire que nous ne savons pas aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il fouillait, qu'est-ce qu'il cherchait. Mais, comme anecdote, et je fais une parenthèse, si vous avez l'occasion d'aller à Rennes-le-Château, il y a des panneaux, il y a des affiches. À l'entrée du village, il y a des panneaux où il est écrit qu'il est interdit de faire des excavations. Pourquoi? Eh bien parce que il y a eu des personnes qui sont allées à Rennes-le-Château pour chercher un trésor et il y a des personnes qui ont fouillé à Rennes. Es decir, que si hay alguna vez allí, si veis carteles de esto, que no suene raro, porque mucha gente ha ido a acabar. Para que lo que... Oui, hein? Ça c'est la vérité. Alors, Monsieur la Bessonnière est une personne qui n'est pas aimée. Donc, les villageois, les personnes de Rennes-le-Château n'aiment pas Monsieur Saunière. Pourquoi? Parce que il se mit à vivre très bien, il était bon vivant. Il a fait des constructions bizarres qui sont un peu fastueuses. Et les gens sont pauvres. Et il a fouillé dans le cimetière et cette action a fâché les gens du village. Et aussi, il a été accusé de trafic de messe. Qu'est-ce que c'est que trafic de messe? Trafic de drogue, trafic de messe. La messe, c'est l'action d'être à l'église et de lire l'évangile et de parler aux gens qui sont dans l'église. Donc la messe, c'est la mise. Qu'est-ce que c'est que le trafic de messe? Le trafic de messe, c'est le fait de faire des messes privées grâce auxquelles il a reçu de l'argent et on l'a accusé de ça. Mais on l'a accusé, à part le trafic de messe, qui était vrai, il faisait le trafic de messe, il a été aussi accusé de trafiquer avec du rhum. Du rhum, et le rhum, c'est l'alcool, de l'alcool. Et il trafiquait aussi avec du tabac. Et à part le trafic de messe, à part le trafic de rhum, C'est la vérité. c'est la vérité, parce qu'il était bon vivant. Hein? Il faisait aussi des fêtes, parce qu'il aimait vivre bien. C'est-à-dire que vivre bien, à l'époque, est un peu synonyme de faire des fêtes, des soirées, des soirées et des réceptions. Hein? Il faisait, dans son domaine, il faisait des fêtes, des réceptions. D'accord? Et je coupe ici, parce que je dois finir de raconter la vérité. Hein? Parce qu'il n'habitait pas seul, il habitait avec une personne qui était Marie de Lumière, qui était sa servante. D'accord? Et de Marie de Lumière, je vous en parle demain. Et je finis de vous raconter toute l'histoire. Et je vous raconterai aussi la fiction, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées après la réalité. Et ce sont des histoires fausses qui ont attiré beaucoup de touristes et qui ont fait qu'il y ait beaucoup de recherches de personnes qui sont allées là-bas pour voir et pour rechercher ce qui s'était passé. Et cela explique que dans l'actualité, il y a plus de 800, je dirais plus de 900 livres qui ont été écrits sur le thème de Rennes-le-Château. Comme il aimait vivre bien, il a fait du trafic de messe. Et
il a été accusé de trafic de messes. Et la vérité, c'est qu'il faisait ça, hein, trafic de messes. Ça signifie qu'il a fait des affaires avec les messes privées qui lui ont donné de l'argent. Hein. Et il a été aussi quelqu'un qui a fait des commerces avec du rhum et du tabac. Voilà. Ensuite, il y a une autre chose qui a dérangé, il y a un autre événement qui a dérangé les gens du village. Les gens du village sont dérangés aussi par le fait qu'il habite avec sa servante. Hein, par le fait qu'il habite, que M. Saunière, il habite avec sa servante. Hein, et sa servante, qui s'appelle Marie, on dit que Marie connaît toute la vérité. Elle connaît tout. Elle est au courant de tout ce qui se passe là-bas. Donc, elle connaît la vraie histoire, tout ce qui s'est passé au-dessous de l'hôtel quand les travaux ont commencé, etc. Et elle habitait avec M. Saunière, et on disait qu'elle était sa maîtresse. Donc, est-ce qu'elle était sa maîtresse? La maîtresse, c'est l'amante. Hein? Est-ce qu'elle était sa maîtresse? On ne sait pas. Hein? Mais, en tout cas, M. Saunière, il est décédé avant Marie. D'accord? Il est mort avant la servante. Et Marie Denonnière, elle devient son héritière. Donc, Marie Denonnière, elle devient la légataire officielle de tous les domaines de M. Saunière. Elle est son héritière. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'elle est devenue la propriétaire de l'église de Rennes-le-Château. Elle est devenue la propriétaire de la tour Magdala. Elle est devenue la propriétaire de la tour Béthania. Béthania, c'est B-T-H-A-N-I-A. Elle est devenue la légataire, l'héritière, la propriétaire de tout ce qui est autour de l'église. Mais Madame de Nanon, elle a un problème. Et c'est que, bien qu'elle possède tous les domaines, elle n'a pas de liquidité. Elle n'a pas de pièces d'argent. Donc, ça signifie qu'elle devra vendre quelque chose pour avoir de l'argent, pour avoir de la liquidité. D'accord? Et donc, elle commence à vendre ses bijoux. Alors, les bijoux, c'est les bagues, les colliers, tout ce qui est de l'or et de l'argent. Elle commence par vendre ses bijoux. Mais après, elle finit par vendre tout le domaine. Et le domaine est acheté par un homme qui s'appelle, le domaine est acheté par Monsieur Noël Corbu. D'accord? Par Monsieur Noël Corbu. Donc, il y a un nouveau personnage qui arrive, qui apparaît dans cette histoire, et c'est Noël Corbu. Noël Corbu est un entrepreneur. Le mot entrepreneur, voilà. Entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il construit ici, dans le domaine, il construit un hôtel, un lieu pour loger les gens, et il construit également un restaurant. Et pensez que nous sommes au début du XXe siècle. Donc, si nous sommes au début du XXe siècle, dans un lieu qui est isolé, où l'accès est difficile, vous pensez qu'il y aurait beaucoup de personnes qui viendraient ici à l'hôtel ou qui viendraient au restaurant? Non. Alors, l'entrepreneur doit faire quelque chose pour attirer le public à son restaurant et à l'hôtel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'histoire, voilà. Alors, il met au restaurant
il met de la mégaphonie. Donc ça signifie que par mégaphonie, il met l'histoire de Monsieur l'abbé Sonner. D'accord? Et cela attire des clients. Les clients arrivent au restaurant et chaque fois qu'ils y mangent, qu'ils sont assis à table, ils mangent en écoutant l'histoire. En écoutant l'histoire qu'il a pris pour faire de l'argent. Et en parallèle à ça, l'entrepreneur, il est dans le domaine. Que s'est-il passé avec Marie de Nonon? Marie de Nonon, en parallèle, habite avec Monsieur Corbu. Elle habite avec lui. Donc, Monsieur Noël Corbu, il achète le domaine et il dit à Marie, parce que Marie n'était pas une femme jeune, elle était une personne plus ou moins âgée. Et donc, il lui a dit, je m'occupe de vous jusqu'à votre mort, à condition que vous m'expliquiez toute la vérité à propos du domaine. Parce qu'il ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé au-dessous de l'hôtel. Il sait qu'il y avait un trésor, et c'est ce qu'il raconte dans le restaurant, mais il ne connaît pas la vérité. Donc il est un peu anxieux de vouloir connaître la vérité. Et Marie de Nonon lui dit, j'accepte de vivre avec vous, mais je ne vous raconterai pas la vérité jusqu'à la fin de ma vie. Ça va? Vous comprenez? Marie lui dit, d'accord, j'habite avec vous, mais la vérité, vous la connaîtrez, vous la saurez à la fin de ma vie. Mais ici, il y a un autre problème, et c'est que Madame de Nonon, elle a été atteinte d'une apoplexie. Une apoplexie, qu'est-ce que c'est en espagnol? Voilà, c'est une maladie. Et cette maladie l'a privée de la parole. Donc c'est parce qu'elle a été malade, on va dire que l'un des effets secondaires de l'apoplexie était qu'elle ne pouvait pas parler. Ça veut dire que Madame de Nonon, elle est décédée, elle est morte, et elle est allée au tombeau avec le secret. Et Monsieur Noël Corbu n'a pas pu connaître la vérité. Il n'a pas pu savoir tout ce qu'il voulait savoir. Donc, ça, c'est la vérité. Jusque-là, tout est vrai. Mais, après cela, il y a eu des personnes qui ont voulu profiter et qui ont voulu gagner de l'argent aux dépenses de la vérité. Aux dépenses de la vérité signifie apostater. ¿Vale? Aux dépenses de la vérité. Entonces, il y a un personnage que vous allez identifier quand vous lirez le chapitre 2 ou 3 qui s'appelle Monsieur Gérard Plantard. Hein? Il y apparaît, il est là dans votre livre. Donc Gérard Plantard, vous devez savoir que c'est quelqu'un qui a existé dans la vie réelle. Donc il y a des vidéos, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver de l'information sur ce monsieur. Donc après la vérité, il y a des personnes qui veulent gagner de l'argent aux dépenses de cette histoire. Et parmi ces personnes, il y a M. Gérard Plantard. Et qui est M. Gérard Plantard? M. Gérard Plantard est un homme qui travaille pour une société secrète. Et il invente une chose qui n'est pas vraie. Et il dit que le trésor que M. Sonner aurait trouvé ici est un trésor qui vient des Mérovingiens. Et il dit aussi que dans ce domaine, il invente que Marie-Madeleine et que Jésus-Christ seraient enterrés là-bas. Enterrés. Que María Magdalena y Jesucristo serían enterrados aquí.
Entonces ahí es cuando se mezcla la verdad con la ficción, ¿vale? Et à cause de ces inventions, parce qu'il dit que le trésor appartient aux Mérovingiens. Oui, les Mérovingiens sont des personnes, les premiers rois de France. D'accord? Et il dit qu'il est un descendant des Mérovingiens. Et par conséquent, comme descendant de Mérovingiens, il est le propriétaire de quoi? Du trésor. Et il a dit aussi que Marie-Madeleine et le Jésus-Christ seraient là-bas. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de théories qui ont été inventées. Et on dit que le trésor, il y a eu d'autres personnes qui ont dit que le trésor, au lieu d'appartenir aux Mérovingiens, serait un trésor qui appartiendrait à Isabelle de Castille, la reine. Il y a d'autres théories qui disent que le trésor appartiendrait au Qatar, a los cátaros, es decir, que la historia se remonta a los orígenes de Francia, y además en el sur de Francia hay mucha mitología con respecto a que hay trazas y huellas del rastro de María Magdalena. Se dice que María Magdalena pasó por allí y que entonces, aprovechando eso, ¿no? Que son rumores de que pasó por varios sitios, entre los cuales el sur de Francia, pues este señor inventó que María Magdalena estaría enterrada allí con Jesucristo.